1988, l'année Eiffel. Les centraliens l'ont célébrée parce que la maîtrise de la complexité est leur force et que Gustave Eiffel, leur grand ancien, était un maître de la complexité. Le point d'orgue de cette année, le 22 octobre, la journée des centraliens s'ouvrait en direct le matin à 8 h sur TF1. Auparavant, le 14 janvier, le président de la République avait rendu hommage à Gustave Eiffel et le 17 juin, le premier prix Eiffel d'or avait été décerné. Bonjour et bienvenue en direct au Club de l'Enjeu pour ce spécial École centrale pour la journée des centraliens. Cette grande école d'ingénieurs nous a passionnés parce qu'elle peut symboliser deux impératifs actuels, la passion de la modernité et la diversité des personnalités. Nous avons rassemblé pour vous un petit échantillon de centraliens. Eh bien d'abord, un élève de centrale, le sens du marketing, Vincent Crépy, il est en 3e année, il va terminer. Montrez-moi ce que vous avez fait, vous. Nous, avec deux camarades de l'école, on a eu l'idée d'associer deux images porteuses de la France, la Tour Eiffel et le Champagne. Alors techniquement, il fallait le faire parce que c'est pas si facile en fonction de la pression. Il y a beaucoup de pression dans une bouteille de champagne et c'est grâce à notre formation, je dirais, technique d'ingénieur et grâce à l'aide de Saint-Gobain Emballage qu'on a réussi à faire ce produit. Un ingénieur à la tête d'un groupe de presse, ça fait désordre. Camarade Valère, pas du tout. Ah ben, il faut préciser que camarade, c'est le terme que l'on emploie entre centraliens. Entre nous. Et vous, on vous acceptez bien volontiers. Non, si vous voulez, les ingénieurs et les centraliens surtout sont des hommes d'industrie et des hommes d'entreprise. Or, aujourd'hui, à la fin du XXe siècle, l'industrie porteuse, c'est l'industrie de la communication. Dès aujourd'hui, le poids des industries de communication est à peu près équivalent au poids de l'industrie automobile, même en France aujourd'hui. Et le taux de croissance est de 20% par an. C'est-à-dire qu'à l'aube du XXIe siècle, il est certain que les industries de communication seront les industries où on créera le plus d'emplois et le plus de valeur ajoutée. Dites-moi, c'est quand même l'ingénieur au départ qui invente quelque chose et puis on ne se préoccupe pas de savoir si finalement il y a des débouchés commerciaux, c'est ça? Tout à fait, si vous voulez. Et c'est évident, vous l'avez dit tout à l'heure, aujourd'hui on ne peut pas se contenter d'être ingénieur. Il faut intégrer les données de marché et les données à la fois immatérielles et matérielles. Pas de danger d'avoir un ingénieur à la tête de l'Express. Vous me rapportiez les propos de M. Barenton, confiseur, c'est-à-dire Auguste de Teuf, qui se faisait une belle déclaration au début du siècle. Oui, vous m'ennuyez parce que je veux mettre à dos tous les camarades présents. Oui, de Teuf disait dans les propos d'Olivier Barenton, confiseur, qu'il y avait 3 manières de se ruiner. Le jeu, les femmes et les ingénieurs. Les 2 premières manières sont évidemment les plus agréables et la 3e la plus sûre. Mais ça ne s'applique pas aux centraliens. Hein. Merci, Willy Stricker. Puis maintenant, nous sommes devenus des champions du monde en hôtellerie dans les 5 grands mondiaux avec le groupe Accor qui a été fondé par Gérard Pélisson, centralien, qui est ici, et par Paul Dubrul. Et ils avaient tous deux un point commun, c'est qu'au départ, ils n'avaient pas d'argent. Pour donner la dimension du groupe Accor, parce que c'est Novotel, Sofitel, Ibis, Urbis, président de la société de gestion du Presse Club et j'en passe, vous diriez que vous ouvrez un hôtel par mois et un restaurant par semaine? On compte pas par mois. Nous ouvrons 2 hôtels par semaine et un restaurant par jour. Dans le monde entier? Dans le monde entier. Donc c'est une performance spectaculaire, un immense groupe mondial, des hôtels partout, la restauration, les tickets, service restaurant. Vous êtes fiers d'avoir accompli cette œuvre avec Paul Dubrul? Bon, on est toujours fiers quand on accomplit quelque chose. D'abord, je pense que sur le plan de l'économie nationale, et surtout dans la perspective actuelle de l'Europe, l'industrie du tourisme avait besoin de dynamisme et de rénovation. Alors nous y avons contribué. Et nous serons en France le carrefour du tourisme européen dans les années à venir. Alors, Poliette, en 2 mots, on peut dire que c'est le ciment, ce sont les matériaux de construction vendus aux professionnels avec les points G. Aujourd'hui, ce sont les menuiseries La Paire, les bricoleurs connaissent bien, ce sont les portes et fenêtres. En un mot, on peut résumer comment? On fabrique tout ce qui est très rentable, on distribue ce qui l'est un petit peu moins. Jean-Pierre Germaud, donc président du groupe Poliette, on y trouve les 3 P, les points P, menuiserie La Paire, Vachette Serrurerie. Quelle serait la définition que vous donneriez du groupe pour qu'on s'y reconnaisse? Je pense que la définition du groupe, si vous voulez, c'est un groupe entièrement au service des industries du bâtiment. C'est un groupe qui fabrique et qui distribue les matériaux de construction. Et qui a comme devise? Or, je dirais que nous avons comme devise incontestablement d'être le premier, le leader dans notre pays et le meilleur. En faisant le mieux, le plus métier qu'on connaît le mieux, le plus vieux métier du monde, le bâtiment. Non, sûrement pas le plus vieux métier du monde. Alors avec nous également Daniel Adam, président de ID Média. Alors je lui demandais quelle est votre profession, il m'a dit vendeur d'espace, et pourtant
vous ne sortez pas d'un western. Non, bien que la publicité soit une aventure des temps modernes et que mon métier se rapporte à la publicité. C'est-à-dire? En fait, j'ai créé une société qui a pour objet de choisir les endroits où on place la publicité et de les acheter pour le compte d'un certain nombre d'annonceurs et d'agences de publicité. Vous êtes un commerçant, est-ce qu'on a besoin d'être polytechnicien ou centralien pour ça? On n'est pas obligatoirement obligé d'être centralien, bien entendu, mais dans des sociétés de ce type, il est nécessaire qu'à un niveau élevé de la hiérarchie, il y ait des scientifiques, car c'est un métier qui se fonde à la base sur des sondages et sur la statistique. Vous voyez en tout cas la diversité des personnalités, puisque Centrale, et on ne peut pas les nommer tous, ça va de Boris Vian à Francis Bouygues et Jacques Maison-Rouge à Antoine, dont nous entendrons la chanson d'il y a 20 ans avant le générique, en passant par des gens très divers aussi, comme Albert Journeau, qui a monté une société de robots pour la télécommande à distance, agir à distance, par exemple, pour aller fouiller une voiture piégée, vous avez des robots spéciaux. C'est ça le sens, c'est l'action à distance par des robots. Notre société qui s'appelle Cyberg. Oui, Cyberg. le nom de Cyberg vient du film Terminator. Le jour de la création, je venais de voir Schwarzenegger, il s'appelait Cyborg, et j'ai eu l'idée d'appeler ça Cyber comme cybernétique et erg comme travail. Donc robot, télécommande pour action à distance dans des milieux hostiles, vous avez d'autres Oui, exemples? Par exemple, lors de l'accident de Tchernobyl, nous avons été invités en URSS par l'Académie des sciences et ça nous a conduit par la suite à réaliser pour le CEA un robot d'intervention. Avec nous, celui qui n'a pas de cravate, c'est l'artiste de la promotion, Gérard Chamaillou, l'ingénieur, Félix, l'artiste, deux personnalités en une. Alors, on dit que vous êtes même plus fort que Gustave Eiffel. Ah non, il faut tout de même pas exagérer, si vous voulez. Au contraire, depuis la conception de la géode, je dois dire que je deviens Oui, parce qu'il faut dire que vous êtes concepteur de la géode, mais ce qu'on va voir d'abord plus en plus modeste. Ce qu'on va voir d'abord en image, c'est une de vos œuvres que vous avez eue sur un ponton devant la Tour Eiffel. Oui. Voilà. Alors, oui, c'est une pyramide flottante. Il se trouve que ça, en c'est quoi... l'artiste qui va descendre le Nil sur 300 km sur cette pyramide flottante en donnant des fêtes. En quoi est-elle plus forte que la Tour Eiffel, ou êtes-vous plus fort que la Tour Eiffel? Si vous voulez, j'arrive à construire plus léger. Je ne suis pas le seul. Je crois qu'il faut tout de même donner une ampleur plus grande à cette question, si vous voulez. Mais je viens par exemple de faire soit cette pyramide et encore mieux une grande sculpture, si vous voulez, en l'honneur d'Eiffel, où je montre bien que le progrès de la construction à l'heure actuelle, les grands progrès, c'est de remplacer de la matière par de la matière grise. Alors, je vais vous citer quelques chiffres. Par exemple, la salle hypostyle de Luxor. La salle hypostyle de Luxor, c'est environ 3000 kilos par mètre carré. C'est évidemment des pierres. Bon. 4 millénaires après, on fait un progrès. On enlève un zéro. Et ce sont les cathédrales gothiques, en particulier celles qui se sont écroulées, celle d'Amiens, celle du nord de la France. Pourquoi écrouler? Parce que c'était de la recherche. On allait aux extrêmes limites, avoir une fine pellicule de pierre, et on arrivait à peu près à 300 kilos par mètre carré. Alors, 5 siècles après, Eiffel, pas rien qu'Eiffel, tous ceux qui l'entourent, j'allais dire, Eiffel en est le symbole. Cette fois-ci en passant en métal, c'est-à-dire en quittant le matériau pierre, on arrive à environ 30 kilos du mètre carré. Par exemple, c'est le chiffre, c'est le poids de la charpente de la gare de Budapest qu'a fait Eiffel. Bon. Alors, vous savez, vous m'avez dit hier, lorsque nous nous sommes rencontrés, que si la Tour Eiffel fondait et se retrouvait entre ses quatre pieds, ça représente... quelle hauteur? Ah, mais ça montre le génie, si vous voulez, d'Eiffel. Attendez, on va demander à Daniel Adam, il répond avec mon micro. Je ne vais pas donner une bonne réponse, je la connais. Alors je vais dire quelque chose de faux. Alors quelqu'un qui ne la connaît pas. J'imagine si on fait fondre la Tour Eiffel. Et entre ces quatre piliers, ça fait quelle hauteur de métal? Oui. Oh, je pense à 1,50 m, 1 mètre. Voilà, vous avez une réponse. Alors non, c'est 7 cm. Vous êtes aussi le concepteur de la géode, on va pouvoir la voir sur l'écran. Alors là, vous m'avez dit que c'était des calculs très compliqués. Vous n'avez pas peur d'être supplanté un jour par l'ordinateur? Alors, si vous voulez, pour la géode, j'ai seulement conçu l'enveloppe miroir. Il est vrai que c'est une enveloppe extrêmement complexe, puisque si vous voulez, sur les 7000 plaques qui sont sur cette sphère miroir, elles sont de 406 types différents. Alors donc on comprend que c'est un puzzle assez compliqué. Et puis n'oubliez pas bien sûr la journée des centraliens à la Tour Eiffel. Nous vous rappelons que si vous allez entendre maintenant Antoine, c'est tout simplement parce qu'il est centralien. Il est centralien. Mais il est à l'étranger. Merci, bon week-end. Oh yeah! Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit, ma mère, t'en pas tant.
je déclare ouverte la journée des centraliens. Cette journée des centraliens sera pour nous le point fort de l'année Eiffel. Et si nous avons choisi notre grand ancien Gustave Eiffel, si nous avons choisi l'un de ses chefs-d'œuvre et le monument qui actuellement figure le mieux pour les étrangers, l'image de la ville de Paris, c'est parce que, comme tous les centraliens, comme le dispense l'école centrale, c'est la maîtrise de la complexité qui est le point fort de l'ensemble de la communauté centralienne. Il faut que vous sachiez également que de nombreuses manifestations régionales ont également célébré cette année Eiffel et que cette année Eiffel ne finit pas aujourd'hui, elle se poursuivra dans d'autres régions, elle se poursuivra également dans un certain nombre de pays étrangers qui ont bien voulu porter intérêt à la force technologique que défend l'école centrale et que à travers l'industrie française et ses meilleurs représentants. Je vais maintenant donner la parole au président du groupe de Paris qui, en tant que porte-parole du groupe de Paris lui-même, mais également des groupes de la couronne parisienne. Nous nous sommes alors fixé un objectif. Réunir entre 3 000 et 5 000 participants, que des centraliens et leurs invités, et faire que cela se sache. Dans ce cas, la Tour Eiffel ne pouvait plus accueillir tout ce monde et il a fallu inventer cette journée des centraliens. Alors, Jacques Castex, ici présent, a bien voulu prendre la responsabilité de concevoir et mettre en œuvre cette manifestation. Et il a commencé à mettre en place une formidable organisation. Plus de 50 camarades du groupe de Paris et des groupes de la Couronne. Des dizaines d'élèves se sont mis à travailler d'arrache-pied. Première étape, les rêves les plus fous ont été proposés. Deuxième étape, la mise en place d'une organisation, structures et procédures. Quant à la dernière étape, celle du sprint final, elle est totalement inénarrable. Impossibilité d'accéder à la tour au moment des dernières répétitions. Perturbation du courrier. Et bien sûr, les arcanes administratives. Maintenant, je peux vous dévoiler une information de dernière minute. Nous venons de chercher ce matin, à 9 h, à la préfecture de police, l'arrêté d'autorisation de notre manifestation. Notre plus grande récompense sera que nous ayons répondu aux attentes de nos camarades et leurs amis, et même au-delà, que, à travers l'image de notre grand ancien Gustave Eiffel, notre savoir-faire soit mieux reconnu, car notre faire-savoir est encore bien balbutiant. Nous avons acquis une sacrée expérience, et mon cher Jacques Castex, faudra-t-il vraiment attendre 100 ans pour remettre cela ? Samedi matin, 10 h, un petit soleil d'automne aux allures d'été indien. Pondiena, c'est l'animation des grands jours sous l'œil d'un ancien champion de skiff, Paul Seferiadev. Sur le quai, 4 équipes, avec pour commencer un duel entre les maillots rouges de l'école supérieure de commerce de Paris et les maillots blancs de l'école centrale de Paris. Le départ est donné, Pont Mirabeau. Et d'entrée, les rouges prennent l'avantage. On croit la course jouée, mais c'était sans compter sur la détermination des jeunes centraliens. Ces derniers résistent, ne lâchent pas prise, et bien au contraire, placent au kilomètre 1, c'est-à-dire à mi-course, une accélération qui va s'avérer payante.
Au bout de l'effort, il y a la victoire, le finish est superbe, pour la plus grande joie des supporters des maillots blancs et bérets verts. Premier donc l'école centrale de Paris, avec en photo souvenir les vainqueurs dans le superbe décor de la Tour Eiffel et de la Statue de la Liberté réunis. Plus acharnée et longtemps incertaine, la deuxième course de la matinée oppose les deux prestigieuses équipes d'Oxford et de Cambridge. Cambridge, en maillot bleu, va mener longtemps avant de s'incliner, mais vraiment dans les tout derniers mètres. Premier, Oxford, à l'arraché. Le grand rendez-vous traditionnel entre les deux universités anglaises n'aura pas déçu. Oxford-Cambridge sur scène aura été à la hauteur de la journée. Et je vous remercie de l'aide que vous avez apportée, Président, pour cette course qui est une réussite et qui, sur plan technique, grâce à la police, grâce à la préfecture de police, s'est passé dans des conditions de sécurité exceptionnelles. Tout à fait exceptionnel. Voilà, il est très rare de pouvoir arrêter positivement les péniches sur la Seine. Bien, je vous félicite parce que effectivement, sur le pont de Grenelle, je voyais l'équipe de SCP devant, vous distancé de à peu près 3 quarts de longueur, et puis je vous ai vu remonter, et puis je vous ai vu triompher. Alors je vous en félicite. Je félicite tous les rameurs de l'équipe. Bravo, bravo, just a finish, terrific. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, je suis heureux d'accueillir les équipes d'aviron de l'ESCP de Centrale, ainsi que les prestigieuses équipes bleues d'Oxford et Cambridge, qui ont été les acteurs parfaits de ce prologue à la journée des Centraliens. Je souhaite que ce premier match français au pied de la Tour Eiffel devienne l'Oxford de Cambridge français. Ce serait un bel hommage que nous perpétuerions à notre grand ancien Gustave Eiffel. Au premier étage de la tour, une exposition regroupe 21 réalisations. 21 réalisations qui interrogent le futur, comme sut le faire en son temps la Tour Eiffel. Sont ainsi présentés au public microprocesseurs, hologrammes, télescopes, stations orbitales, barrages et ponts. Nous avons voulu montrer au public des réalisations d'avenir qui sont belles, complexes, qui montrent où nous irons plus loin, plus haut, plus bas, plus vite. Et nous l'avons enfermé dans une structure avec des trous, de façon à ce que le public ait ce coup d'œil privilégié par le trou de la serrure sur ce qui l'attend dans l'avenir. Cette exposition a été ouverte le 20 septembre, elle va durer jusqu'au 20 novembre. Nous avons en moyenne de 500 à 1000 visiteurs par jour et c'est ce que nous attendions. Le sujet de cette table ronde, vous le savez, est un sujet qui concerne les managers. Et en réalité, pour préparer cette table ronde, ce débat dont je vous présenterai dans un instant, ou plutôt dont les intervenants se présenteront dans un instant, nous avons posé une question à 3 catégories de population. Ces 3 catégories de population sont les personnalités présentes sur cette tribune, d'une part, les anciens élèves de Centrale, d'autre part, et les actuels élèves de Centrale, enfin. Et nous leur avons demandé quelles étaient, à leur avis, les principales caractéristiques, qualités professionnelles ou personnelles, qui paraissaient nécessaires aux managers d'après 1993. Disons globalement qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre les réponses apportées par les 3 catégories de population que j'ai citées, sinon vraisemblablement que plus on est âgé, c'est-à-dire, et là je m'adresse aux anciens élèves par rapport aux actuels, plus on est âgé et plus on a le sens de notions humaines qui touchent notamment au rôle de leader. Mais nous allons y revenir dans quelques minutes dans le détail.
J'aimerais tout de suite demander aux différents intervenants présents à cette tribune de se présenter à vous rapidement. Donc, mon nom est Willy Stricker, je suis directeur général de la Générale occidentale. Xavier Karcher, je suis ancien président de l'association et vice-président des automobiles Citroën. Tout le monde connaît. Michel Rappin, je suis directeur des technologies nucléaires et non nucléaires au commissariat à l'énergie atomique. Gérard Pélisson, je suis coprésident et fondateur du groupe Accor, entreprise d'hôtellerie et de restauration. François Delage-Demeux, directeur général de la CGE, Compagnie Générale d'Électricité. Yvon Gattaz, je ne sais pas quel titre, je suis ici. Les méchantes langues prétendant que j'ai une carte de visite qui se déplie et qui est imprimée recto et verso. Jean-Marc Bruel, directeur général de Rhône-Poulenc. C'est un groupe de 63 milliards de chiffre d'affaires, 40 000 personnes en France, 40 000 personnes à l'étranger. Rémi Schlomberger, je suis président de la société financière Neuflis-Schlomberger-Mallet, distinguée de la banque du même nom. Bernard Ducasse, je suis président d'Assinter-Otis, c'est une société qui fait des ascenseurs et nous sommes présents dans 140 pays à peu près dans le monde et nous transportons la population de la Terre tous les 3 jours. Jean-Pierre Germaud, je suis président-directeur général du groupe Poliette, autrefois Poliette et Chausson, pour ceux qui se souviennent plus de la deuxième marque. Alors je suis un centralien qui a dérapé vers les sociétés de services, puisque j'ai fondé une société spécialisée dans le traitement des médias et les achats d'espaces publicitaires. Vous voyez que par conséquent, je suis résolument sorti du domaine de la technique, sans être sorti d'ailleurs du domaine scientifique, puisque c'est une activité qui réclame pas mal de travaux scientifiques. On va entrer dans le vif du sujet. Donc, à la question que je vous rappelle, qui était de demander à chacun d'entre vous et à chacune des personnalités présentes sur cette tribune, notamment, quelles étaient les caractéristiques, les qualités professionnelles et personnelles qui feraient les bons managers d'après 1993, nous avons eu pas mal de réponses. Et si je prends les réponses des 11 personnes présentes devant vous, on peut les regrouper dans 5 catégories. La première catégorie que j'appellerais tout ce qui touche à l'international. Connaissance des langues étrangères, une culture internationale, une mobilité géographique. Deuxième catégorie de qualité, ce sont des qualités, disons, de chef. Être un animateur, un leader, un motivateur, un communicateur, une bonne résistance physique. L'un d'entre vous, nous en parlerons, dit que parmi les qualités essentielles, il faut avoir une femme qui sache recevoir à la maison. Un sens médiatique. Alors nous allons parler donc de ces qualités et puis également des qualités qui manquent. Et je faisais remarquer tout à l'heure aux intervenants que le même sondage a été réalisé il y a maintenant 7 ou 8 ans auprès des 4 principaux dirigeants des 200 premières entreprises américaines. Et les réponses qui ont été apportées entraient d'abord dans 2 catégories. La première catégorie, c'était ce qu'ils appelaient globalement l'aptitude au bonheur. Et on va peut-être commencer par M. Karcher. Et vous demandez véritablement si on en est encore à devoir se dire qu'il faut parler des langues étrangères. Non, je suis complètement d'accord avec vous. Les langues étrangères, c'est comme les mathématiques quand on veut faire un petit peu de physique. Si on ne sait pas, on ne peut pas faire de physique. Dans notre métier, il faut d'abord, si on veut vraiment être international, il faut aller vivre à l'étranger. Et il faut que chacun d'entre nous sache s'expatrier, aider son personnel à s'expatrier. Mais j'encourage vraiment notre personnel, quand on trouve des places, à le faire. Et si on veut réussir dans une entreprise, et c'est ce que nous essayons de faire, il faut gérer le retour. Je crois qu'il y a là un effort considérable à faire quand même pour que nos ingénieurs, nos scientifiques, nos jeunes parlent bien les langues étrangères et parlent celles qu'il faut. Je m'explique, les parlent bien, et ceci c'est une question de méthode. Je prêche depuis longtemps pour qu'on commence l'enseignement des langues étrangères, non pas à l'âge de 12 ans, mais à l'âge de 6 ans, et ce sera beaucoup plus facile. Je en parle par expérience. La deuxième, c'est qu'il faut parler les langues qu'il faut. Le jour où les câbles de Lyon ont pris le contrôle de Câble Metal en Allemagne, la plupart de nos ingénieurs et dirigeants des câbles de Lyon parlaient très bien l'anglais, et ont très bien parlé l'anglais avec les dirigeants de Câble Metal. Mais quand ils ont voulu intégrer l'entreprise, il fallait qu'ils puissent se dialoguer avec les chefs de laboratoire, avec les contremaîtres, et pour ça, il fallait qu'ils parlent l'allemand. Je pense que les dirigeants européens doivent se mettre à parler les langues européennes
c'est la seule solution pour véritablement créer une Europe unie au plan industriel. Alors, j'aimerais que nous revenions sur un thème qui a commencé à être abordé, qui est celui de l'expérience à l'étranger. Est-ce que, d'abord, combien d'entre vous, messieurs, et je vous demanderai de lever la main, combien d'entre vous ont travaillé à l'étranger? C'est une proportion probablement beaucoup plus élevée que généralement dans votre tranche d'âge. Ça explique peut-être pour une part votre présence sur cette scène et votre succès. J'aurais deux réflexions sur les langues. D'une part, je constate que la plupart des présidents que je connais, que j'ai connus, ne parlent pas les langues étrangères. Ça ne leur a pas empêché de réussir très brillamment. Mais je crois effectivement que la France va avoir un handicap monstrueux pour 92. Parce que la vérité, c'est que la plupart des cadres français, des patrons français, ne parlent pas bien l'anglais. Parler bien l'anglais, ça veut dire être capable de discuter pendant une nuit entière avec des lawyers ou un week-end entier et de repartir avec un contrat qui fait 250 pages et qui contient 500 articles. Ouais, je crois qu'on a dit beaucoup de choses. J'espère que les jeunes, surtout, auront fait le tri. Je crois que le tri est assez simple à faire. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que les qualités humaines sont, à mon point de vue, beaucoup plus importantes que les qualités techniques. Il sera plus difficile d'être un dirigeant demain que ça ne l'a été hier. Les exigences, le fait que le dirigeant de demain sera un homme public beaucoup plus qu'hier, qu'il s'adressera à des publics variés, que ce soit des publics variés dans les différentes spécialités qu'on a l'habitude, le commerce, l'industrie, mais aussi diverses nationalités. Ça sera un homme qui devra être capable d'intégrer les cultures japonaises, américaines, asiatiques, du Moyen-Orient. Châtenay, on piaffe sur la ligne de départ. La montgolfière, elle, restera sagement au-dessus de l'école en attendant que ces jeunes gens et jeunes filles aient fini d'en découdre. Le départ de cette course relais est donné par le directeur adjoint de l'école centrale, Daniel Grimm. Distance à parcourir, 18 km avec 4 relais. À la hauteur de la porte d'Orléans, les écarts sont creusés. C'est l'avant-dernier passage de témoins dans un style impeccable, avec parfois, tout de même, quelques tâtonnements ou longueurs bien compréhensibles. Une heure 13 plus tard, l'équipe d'athlétisme de l'école centrale remporte l'épreuve, en voilà une surprise, et les arrivées se succèdent au chronomètre de Nathalie Lesage, élève de 3e année et organisatrice de l'épreuve. Un coup de chapeau particulier peut-être pour Raoul Allard, 65 ans, un ancien qui ne s'en laisse pas compter. Et puis, dans des styles très variés, tout le monde termine. Et au cas où on l'aurait peut-être oublié, bon anniversaire à la Tour Eiffel. Sous le regard du grand ancien, la 2e biennale des artistes centraliens. Une biennale qui côtoie l'exposition itinérante Le Monde de Gustave Eiffel. L'occasion pour ceux qui sont là, et ils sont nombreux, de s'attarder et d'acheter un souvenir qui marquera la journée. Sur les stands avoisinants, plus sérieusement, les réalisations auxquelles ont participé des centraliens. La gamme est variée, et pour les commentaires et explications, il y a Charles Dubin, le pic de la Mirandole centralien. Et bien voilà, démonstration. C'est un tuyau brut de décoffrage de compte à vous. Tout le monde avec ça, c'est complètement français. Complètement français. On va envoyer là notre dernière production conjointe avec le General Electric, turbo-réacteur à X rapide.
L'un des stands les plus visités, un simulateur de vol des avions Marcel Dassault destiné à l'entraînement des pilotes. Pour les plus petits, futurs centraliens ou pas, le paradis des enfants était là, chaud et accueillant, histoire de passer l'après-midi sans problème pendant que tout le monde s'agitait autour. En vedette américaine, K2000, la voiture super intelligente de Michael Knight, tout feu allumé. Et tant pis pour ceux qui ne connaissent pas, le jeune public, lui, a su apprécier. Et à l'extérieur, en attendant de prendre le volant, des deux roues, histoire de se faire la main. Et pour les plus petits, un parcours moto, un circuit, des bottes de paille et des képis armés de trésors de patience. La suite, c'est une forme qu'on appelle un kata, c'est-à-dire un combat mimé. Les adversaires sont imaginaires et c'est une forme classique dans le karaté qu'on fait régulièrement, notamment pour passer les ceintures noires. L'initiative la plus inattendue de la journée, le baptême de la station de métro Champ de Mars Tour Eiffel, désormais Tour Eiffel Champ de Mars. C'est avec beaucoup de plaisir et de satisfaction que je remercie la Société nationale des chemins de fer français et son président d'avoir accepté que cette station de transport en commun par voie ferrée, la plus proche de la Tour Eiffel, porte aujourd'hui le nom de Tour Eiffel Champ de Mars.
L'hommage que nous avons rendu à Gustave Eiffel tout au long de cette année dans la France entière serait ainsi marqué de façon permanente à Paris et nous aurions, pour une modeste part, contribué à rendre notre ville plus conviviale encore. La journée des Centraliens laissera une trace dans le paysage parisien. La Tour Eiffel précède désormais le Champ de Mars sur les panneaux urbains. Monsieur Thiberge, pourriez-vous nous expliquer votre tâche au sein de la journée des Centraliens? J'ai la charge d'organiser un lâcher de ballon associé à un concours pour les petits et également pour les plus grands. Il s'agit d'acheter donc une carte comme celle-ci, de marquer le nom du centralien, son prénom, sa promo, et puis le nom de l'enfant qui participe. Cette carte ensuite est ramenée sur ce lieu de travail. Nous l'accrochons à un des ballons que vous voyez ici, gonflés à l'hélium, et ces ballons seront lâchés et ceux qui auront la chance de ramasser ces cartes les retourneront à l'association et celui qui aura donc ceux qui auront gagné, c'est ceux dont le nom figurera sur cette carte et ça sera la carte la plus éloignée en fait. La carte la plus éloignée qui nous sera revenue gagnera un magnifique cadeau, ainsi que celui qui l'aura renvoyé. Largement couverte par les médias, la journée des Centraliens devait occuper une bonne place sur les petits écrans. TF1 d'abord et FR3 ensuite ayant envoyé sur place des équipes de reportage pour rendre compte des différentes manifestations et activités de ce samedi, pas comme les autres. Ce matin, sous le pont Mirabeau, coulait la Tamise. Je m'explique, la plus grande classique mondiale de l'aviron, la course qui oppose traditionnellement chaque année les étudiants musclés d'Oxford à ceux de Cambridge, s'est déroulée ce matin sur la Seine, entre le pont Mirabeau et le pont d'Iéna, à l'occasion des fêtes du centenaire de la Tour Eiffel. Ce sont les 8 d'Oxford qui ont remporté cette régate. Les centraliens aussi entretiennent cette matière grise, ils entretiennent également leurs muscles. Aujourd'hui, ils ont organisé un parcours sportif dans Paris par différentes manifestations. Ils ont voulu commémorer avec un petit peu d'avance le centenaire de la Tour Eiffel. Ce n'est pas un hasard puisque Gustave Eiffel était un centralien. Le reportage de Jean-Pierre Anquiri et Thierry Derouet. Gustave Eiffel était ingénieur centralien. Les élèves et anciens élèves de l'école centrale ne l'ont pas oublié. À la veille du centenaire de la Tour Eiffel, il consacre cette journée du 22 octobre à rendre hommage aux plus célèbres de leurs aînés. Par une première exposition qui réunit les œuvres d'anciens élèves inspirés par la Tour ou par son créateur, histoire de prouver aussi que les centraliens ont des talents cachés. Par une deuxième exposition intitulée Autres merveilles, qui présente les découvertes ou les réalisations d'ingénieurs contemporains aussi en avance sur leur temps que l'a été Eiffel. Et, à la mi-journée, par une table ronde sur la réussite dans l'entreprise. L'après-midi a été occupé à une foule d'animations. Les centraliens se sont transformés en sportifs, en adeptes des arts martiaux, en musiciens de jazz ou classique. Notre chaîne ne boudait pas le programme. À 16h, superbe lâcher de ballon. Ce soir, feu d'artifice et balles. Danser tout en haut de la Tour Eiffel, le rêve. Monsieur le ministre, mon général, messieurs les présidents, mesdames, mesdemoiselles, mes chers camarades, j'espère que je n'ai oublié personne, vous avez dû constater que dans des manifestations de la qualité de la nôtre, il est une mode qui consiste à envoyer des tas de remerciements à des tas de gens. C'est une mode à laquelle je vais sacrifier aujourd'hui avec un très grand plaisir, car effectivement, j'ai dans la tête une série de personnes qui le méritent très fort. Et en premier lieu, nous devons tous un très grand merci à monsieur Frédéric Dupont, député-maire, qui a accordé à la communauté centralienne un privilège extrêmement rare, pratiquement unique, celui de s'installer
comme nous l'avons fait sur le champ de Mars, pour nous livrer à nos festivités. Merci, Monsieur le Ministre. Un grand merci aussi à la Société Nouvelle d'exploitation de la Tour Eiffel. Et puis, merci, mon Dieu, pour le temps qu'il a fait aujourd'hui. Édouard Frédéric Dupont, député-maire du 7e arrondissement de Paris. Vous avez bien voulu me remercier de vous avoir accordé le Champ de Mars. Mais j'ai pensé véritablement que pour fêter une école qui avait l'honneur d'avoir parmi ses anciens élèves Eiffel, ce privilège vous revenait. Pendant que les 3 lettres de l'école centrale de Paris s'inscrivaient dans le ciel de la capitale, les organisateurs remerciaient les nombreux participants venus du monde entier. En ces années de compétition économique internationale, l'innovation technologique et l'esprit d'entrepreneur sont les seules vraies sources de richesse et d'emploi. Les centraliens, qui combinent les deux, font les grandes réussites industrielles et contribuent au progrès de leur société.